Et pour mieux discuter de ce sujet de l'enseignement pré-universitaire, on a le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Riham Cherif, qui est experte de langue française et d'éducation internationale. Bonjour. Bonjour. Alors, quelles sont les méthodes modernes qui peuvent être utilisées dans l'enseignement pré-universitaire? Alors, les méthodes d'apprentissage par projet, apprentissage apprentissage collaboratif, apprentissage par jeu éducatif, l'intégration des technologies en classe, appliquer les apprentissages, les méthodes d'apprentissage de baccalauréat international, c'est tout. Le baccalauréat international qui a été intégré depuis cette année dans les... Non, il y a beaucoup d'années, se sont intégrés dans quelques écoles religieuses, comme les Jésuites, comme le Sacré-Cœur. Ils ont intégré le baccalauréat international et bien sûr les autres écoles internationales qui sont intégrées le baccalauréat. Et comment les partenariats internationaux peuvent-ils améliorer la qualité de l'éducation? Oui, par faire échange entre l'enseignant et les élèves avec les autres écoles. Les élèves et les enseignants faire des collaboratifs avec les autres écoles, avec les élèves d'autres écoles. Ça favorise la communication digitale, favorise la coopération. Il s'ouvre sur d'autres environnements éducatifs différents. Il s'ouvre sur des environnements et univers culturels complètement différents de son école. Il favorise d'être adopté à un moment. Et comment se fait cet échange entre les élèves? Par voyage ou bien par vidéoconférence peut-être? Par vidéoconférence pour appliquer des concours et des compétitions dans langue, des mathématiques, de l'art, des sciences. Ils font des choses auparavant pour faire des concours entre les élèves, aussi entre les enseignants. Ça s'ouvre sur des environnements totalement différents de son école qu'il s'est adapté. Il s'harmonise avec d'autres cultures différentes, totalement différentes. Aussi, pour améliorer la qualité internationale, il faut faire les partenaires, les écoles partenaires, ils doivent permettre aux enseignants de suivre des formations en étranger, en ligne, comme les formations initiales, les formations continues qui se trouvent ici à l'Institut français, pour adopter et pour faire l'apprentissage des nouvelles méthodes d'enseignement, des nouvelles méthodes éducatives pour appliquer en classe, pour améliorer la qualité d'apprentissage avec les élèves et s'apprennent comment appliquer ces nouvelles méthodes à l'éducation. Si on parle des élèves, c'est pas seulement l'école ou l'éducation qui nous intéresse. Pour les élèves, on doit s'intéresser aussi à leurs compétences de vie. Est-ce que ce système contribue à améliorer leurs compétences de vie et les développer aussi? Bien sûr, c'est un système, le nouveau système de baccalauréat international que quelques écoles internationales appliquent ces méthodes-là. Il apporte des résultats impeccables. Car ils s'habituent, les élèves, depuis qu'ils sont en petit jardin d'enfants, les élèves d'élémentaire, collège, lycée, ils appliquent tous ces systèmes-là. Par exemple, comment communication en classe. Quand les élèves se portent pour s'exprimer clairement, ils doivent porter et se traiter collaboratif dans un projet concret. Ils s'habituent à s'exprimer clairement, à se communiquer ensemble, à prendre des notes, être coopératifs entre eux ensemble. Alors aussi, il y a la pensée. La pensée critique s'habitue les élèves de penser, d'analyser, de trouver des solutions dans différentes situations pour résoudre les problèmes. Il habitue les élèves depuis leur enfance à faire face à la vie et comment résoudre les problèmes, depuis son enfance jusqu'il devient à l'adolescence ou ce qu'il devient à la jeunesse. C'est un système vraiment impeccable. Et on a traité ces systèmes-là dans beaucoup d'écoles. Depuis combien d'années on traite ce système? Après 8 années.
8 années le système de baccalauréat international dans les écoles internationales. Et pour les écoles religieuses, ça c'est plus que 8 années, ça se devient par exemple à 12 ou 13 années, comme les écoles religieuses précisément. Et ce système est appliqué seulement dans les écoles de langue ou bien dans les écoles gouvernementales aussi? Oui, mais dans le gouvernement gouvernemental, oui, c'est traité dans le gouvernement, dans les écoles gouvernementales. Mais c'est très vaste et dans les écoles internationales, c'est très efficace aussi. Oui. Et quels défis pourraient être rencontrés lors de la mise en œuvre de ces méthodes? Oui. Je peux imaginer une centaine de défis. Oui, en fait, il y a des difficile à l'accès à l'Internet. Ce n'est pas tous les élèves ont la même chance d'accéder à l'Internet pour avoir des informations, pour avoir des ressources éducatives. Alors, l'accéder à l'Internet est un peu défi pour quelques élèves. Aussi, il y a le défi de la résistance. Il y a tellement de résistance de parents et résistance d'enseignants qui vont appliquer toujours les programmes traditionnels. C'est un défi. Aussi, il y a beaucoup de charges sur les élèves et sur les enseignants d'appliquer le nouveau système, les méthodes, les approches de l'apprentissage. C'est un défi parce que ça prend beaucoup de temps à planifier. Pour faire la planification, ça c'est pour les enseignants. Ça prend beaucoup de temps pour planifier une leçon pour avoir tous ces apprentissages. Mais habituellement, généralement, l'enseignant en classe répartit ses approches de l'apprentissage. Il ne prend pas les cinq compétences dans une même leçon, non, il répartit ça. Mais avec le même professeur. Avec le même professeur, mais tous les professeurs, maths, sciences, français, anglais, matières sociales. Ils parlent du même sujet. Oui, ça c'est l'interdisciplinaire là. Quand on parle du même sujet dans toutes les matières, ils appliquent le système interdisciplinaire et c'est aussi impeccable. Il apporte des résultats magnifiques avec les élèves. Il s'habitue à comment faire coopération et s'exprimer de ses avis et parfois ils font un débat. C'est ça dans le lycée un peu, faire un débat pour faire un sujet et aussi comment simuler par exemple une émission, par exemple quelques écoles font simulant pour par exemple la Ligue des États arabes. Ils font le même conseil, ils font par exemple pendant une journée, mais ils font par exemple des entraînements à faire ça. Mais ça construit la personnalité de l'enfant, de l'élève depuis son enfance. Mais toujours, on rencontre des défis à ça. Et qui s'adapte plus facilement et plus rapidement, l'enseignant ou les élèves? Non, l'élève s'adapte plus facilement. Parce que l'élève, tu peux l'habituer comme l'enseignant veut. Il reçoit. Mais l'enseignant, il est habitué toutes ces années à faire des choses et à des programmes éducatifs traditionnels. Et en une seule année, non, tu vas enseigner de telle méthode-là, alors il doit changer sa méthode de réfléchir. Et est-ce qu'il y a une résistance, alors, à ce temps-là, de l'enseignant contre ces nouvelles méthodes? La résistance vient beaucoup des parents. Les parents toujours regardent pourquoi tu vas évaluer mon enfant en groupe. Parfois, l'enseignant doit évaluer, dans l'évaluation surtout, évaluer les élèves en groupe. Alors, j'ai par exemple 4 ou 5 groupes en classe, je dois évaluer le groupe. Ça oblige les élèves de travailler. Et même si un élève ne va pas travailler, son ami va dire « Madame, celle-ci ne travaille pas avec moi » ou « Celui-ci ne travaille pas, ne fait pas sa tâche ». Mais le travail en groupe, ça oblige les élèves à assumer la responsabilité. Oui, bien sûr. Pour être toujours en égal ensemble. Dans ce cas-là, l'enseignant doit faire l'évaluation pour groupe, pas par personne, pas par élève. Dans ce cas-là, on rencontre des résistances, les parents être un peu résistés. Ils ne veulent pas cette méthode d'évaluation. Parce qu'ils ne comprennent pas peut-être l'idée.
jusqu'à maintenant. Oui. Ils n'ont pas capté. Oui, même si l'école a fait une orientation et a fait sensibilisation pour convaincre les parents de nouvelles méthodes, on rencontre, ce ne sont pas élèves, nombreux parents, excusez-moi, mais ça se trouve, on le rencontre. Et c'est pas un choix, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Si l'école, l'administration ou la direction applique cette méthode, on ne le doit pas changer. Et ça, c'est le mieux. Il y a des experts avec les enseignants, ils leur dirigent en classe comment l'appliquer, comment sont les résultats, comment l'explication en classe, comment les lesson plans, le curriculum, tout ça, c'est toujours suivi. Expert. Et en tant qu'expert, si on fait une petite comparaison entre l'apprentissage par projet et l'apprentissage traditionnel. Il y a beaucoup de différences. Il y a une grande différence. L'apprentissage par projet, ça construit la personnalité. Quand les élèves se travaillent et mettent en groupe pour faire un projet en concret, ça fait le développement de création, le développement de la critique, d'analyse. Il analyse les données et il construit sa personnalité. Il leur habitue à assumer sa responsabilité, à bien regarder, à bien analyser, à prendre des notes dans le projet là. Et enfin, il peut résoudre les problèmes. Il regarde les situations, il peut trouver des solutions et enfin, il prend la décision toute seule. Il doit être indépendant, ça c'est développe leur autonomie. Mais les traditions, mais les programmes traditionnels, seulement ils concentrent sur les contenus. Ils ne développent aucune compétence. Et ça c'est la différence entre les écoles internationales et les écoles nationales. Malheureusement, dans les écoles nationales, ils concentrent seulement sur le contenu. Ils n'intéressent pas aux compétences des élèves. La présentation en classe, la recherche en ligne. Alors, quand les élèves se mettent ensemble dans un projet, ils s'habituent, ils s'intéressent à faire la recherche, cherche en ligne, ils explorent, ils font beaucoup d'efforts pour trouver les solutions. Mais dans le programme traditionnel et les méthodes traditionnelles, seulement il lit, il étudie, il ne fait l'effort de trouver les solutions par lui-même. Alors c'est une grande différence. Ce n'est pas une bonne personnalité autonome, indépendante. Est-ce que ça va causer des problèmes entre les étudiants à l'université parce qu'il y aura un décalage, un grand décalage entre le niveau des élèves qui ont pratiqué ce système et les autres qui n'ont pas eu la même chance? En effet, on trouve ça dans l'université. Les élèves qui viennent de les écoles internationales, ils ont un peu plus courageux des autres. Les autres toujours se sentent honte de faire présenter n'importe quel sujet, de présenter leurs tâches, mais les autres ont le courage, ont la confiance de soi-même. Ça c'est différent des autres. Ça c'est la différence entre national et international. Les écoles internationales dépendent mais malheureusement les écoles nationales se dépendent sur les méthodes traditionnelles d'étudier et lire. Et c'est tout, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'explorer, il n'y a pas. Les autres, ça c'est la différence. Ils doivent rechercher en ligne, ils doivent avoir l'information. Ils concentrent sur l'engagement de l'élève. Là-bas, tous les forces sont sur le professeur. Ça c'est la différence entre national et international. Et si on parle des recherches en ligne, c'est pas toujours positif de laisser nos enfants chercher en ligne. Il doit être observation. Si les élèves ont une recherche en ligne, ça par exemple passe à l'école, dans le laboratoire, il y a le prof avec eux. Mais ils travaillent à la maison aussi. Il y a l'observation de la mère, il y a le parentel, il y a l'observation parentale aussi. Bien sûr, on ne doit pas laisser l'enfant totalement seul en ligne, non. Il y a l'observation parentale, mais il doit rechercher en ligne, il doit accéder à l'information
tout seul. Il doit faire l'effort pour accéder à l'information. Est-ce qu'on doit lui donner quelques conseils Bien sûr, avant qu'il commence à chercher sur Internet? Oui, c'est une tâche complète. Avant qu'il cherche en ligne, il doit avoir des instructions de son professeur. C'est écrit dans leur carnet, c'est écrit sur le LMS par exemple, s'il utilise des plateformes éducatives ou plateformes, c'est écrit précisément. Tu vas avoir les instructions très claires, tu vas cliquer sur quel site tu vas trouver ou chercher dans tel site. C'est très très clair. Il y a par exemple 4 ou 5 instructions pour comment rechercher en ligne. C'est déjà passé à l'école. Ce n'est pas la première fois qu'il va rechercher en ligne seul à la maison, mais s'il doit faire ça au début à l'école, comment le prof lui guide à l'école pour comment rechercher en ligne, pour comment il va accéder à l'information. Ce n'est pas toute seule premièrement, mais par exemple, il va faire ça à la maison après qu'il s'est passé à cette expertise à l'école. Il y a parfois des sujets, comment dire, qui n'appartiennent pas à notre pensée en tant qu'Égyptien, qu'on soit musulman ou chrétien. Il y a des choses qui ne sont pas en pair avec nos idées à nous en Égypte. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bien parler avec nos enfants de ces sujets-là, comment les voir, comment les lire, comment les étudier? Alors, il y a dans les écoles nationales et internationales, maintenant je parle à deux écoles, à deux genres d'écoles, nationales ou internationales, toujours il y a un cours de vie qui se passe. Il y a des professeurs qui sont professionnels dans ces sujets-là. Ça c'est consacré une seule fois par semaine. C'est un cours dans leur agenda, dans leur tableau. Dans les deux types d'écoles? Oui, dans les deux types d'écoles. C'est obligatoire pour discuter avec les élèves tout ce qui passe et tout ce qui est étranger à notre vie, tout ce qui passe est étranger à notre culture aussi. C'est également pour les chrétiens et les musulmans. Ils font la discussion avec les élèves, même si c'est un garçon ou des filles. Ils discutent ces sujets différents avec les élèves et faire de la sensibilisation en classe. C'est très important et c'est fait dans notre école. On a parlé des défis qui peuvent surgir lors de l'adoption de ce système. On veut parler maintenant des facteurs clés de réussite pour ce système. Les facteurs clés, c'est comme je vous ai dit, nos enseignants doivent avoir des formations, même en étranger, en ligne, pour bien appliquer ces approches de l'apprentissage en classe. On doit encourager les élèves de travailler en groupe. On doit encourager nos élèves à faire des efforts et à déployer des efforts pour avoir les informations, de travailler en groupe, de faire de la communication digitale, de penser, de bien analyser les données, ce qu'ils ont, pour pratiquer ces approches, ces nouvelles méthodes éducatives, de bien utiliser la technologie et les méthodes technologiques nouvelles, bien les utiliser correctement. Oui, ça, ce sont les clés de réussite. Je dois répéter la question. Est-ce que les enseignants sont-ils suffisamment formés pour appliquer ces méthodes? Malheureusement, c'est non. Ce ne pense pas. Il y a manque de formation et même pour l'évaluation aussi. Ce n'est pas seulement comment appliquer ces méthodes en classe et comment appliquer ces méthodes en classe et aussi comment l'évaluer, comment évaluer les élèves sur ces méthodes qui sont appliquées. Par exemple, ici, en projet, et les élèves ont effectué un projet en classe, comment évaluer ce projet-là? Comment évaluer la compétence? Par exemple, on a la compétence de communication. Comment évaluer quand les élèves s'expriment clairement? Comment évaluer ce parti-là? C'est très important car il y a des nouveaux grilles d'évaluation. Ce n'est pas les mêmes grilles qu'on a utilisées depuis les années passées. Il y a des nouvelles grilles d'évaluation. Comment les élèves, comment les enseignants vont appliquer ces grilles-là? Ils doivent se former et prendre une formation, comment appliquer les méthodes d'apprentissage et comment l'évaluer en même temps. Il manque. Il y a des enseignants
qui manquent de cette formation-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Toujours, les écoles et les écoles partenariats doivent fournir des formations pour ces enseignants. Mais quand vont-ils prendre ces formations? Parce qu'ils sont avec les élèves toute la journée. En ligne, non. Après chaque trimestre, dans n'importe quelle école nationale ou internationale, même dans les écoles nationales, il y a toujours une période qu'ils prennent congé, par exemple le winter break, le congé d'hiver, le congé d'été. Il y a par exemple 3 semaines. Dans cette période-là, les enseignants prennent une formation, comment appliquer les nouvelles méthodes, comment ils se traitent avec les plateformes numériques. Il y a aussi en classe maintenant, il y a quelques années passées, comment les enseignants appliquent les plateformes numériques en classe, par exemple, comme la Kahoot, par exemple, Quiz. Il y a beaucoup de plateformes numériques maintenant qui aident les enseignants et aident en même temps les élèves à appliquer ces méthodes, ces nouvelles méthodes. Il y a des outils numériques qui suivent les progrès des élèves et comment analysent leur performance et ajuster les programmes et l'enseignement par conséquent de ces performances en classe. Il y a beaucoup de méthodes et nouvelles méthodes qui aident les profs et aident les élèves à faire un développement dans les compétences. Et d'après vous, quelle est la méthode la plus efficace? De toujours prendre un développement professionnel dans les écoles. De temps en temps, ils doivent prendre et fournir des méthodes nouvelles pour les profs. Et quand pouvons-nous dire que ce professeur-là ne doit pas être un enseignant dans une école pareille parce que le système, il n'a pas bien digéré le système? Qui a le droit de dire que ce professeur a bien digéré le système ou pas? Il y a le head of department, il y a la surveillante de département, le chef de département, il y a la principale, il y a la direction de l'école, la directrice de l'école ou le directeur de l'école. Toujours il y a une surveillante, toujours il y a quelqu'un qui surveille tout ce qui se passe là. On regarde ça et on suit ça par les notes des élèves. Il y a des classes visites, beaucoup de classes de visite. Ça se passe par exemple 1 fois par semaine, 2 fois par mois. Il y a un agenda pour regarder et diriger les profs, qu'est-ce qu'ils font en classe. Ça, c'est très clair, par des caméras, par classe de visite. Il y a aussi classe de visite paire entre le prof et l'autre. Par exemple, il y a un prof de mathématiques, par exemple, entre dans une classe de visite, dans une classe de français. Regarde son collègue, comment elle s'agit, comment elle fait une interaction avec les élèves en classe. Tout ça, ils sortent d'un résultat pour lequel il fait l'impression, comment ce cours-là est passé. C'est passé par bien. Est-ce que cette professeure-là implique ce qu'elle a eu dans le développement ou ça n'implique pas? Est-ce que les enfants ou les élèves en classe font leur engagement? Est-ce qu'ils travaillent comme il faut? Est-ce qu'ils font les projets? Est-ce qu'ils font la communication? Est-ce qu'il y a une discussion en classe après chaque partie? Est-ce qu'elle intègre les jeux éducatifs, les jeux vidéo? Est-ce qu'elle pose des questions après ce vidéo? Et c'est seulement au Caire ou bien dans tous les gouvernorats? Non, ce système-là ne s'implique dans tous les gouverneurs. Non, ça ne s'implique pas. Ça s'implique dans quelques écoles qui ont cette sensibilisation. Justement au Caire et à Giza, bien sûr. Oui. Il y a d'autres régions aussi qui impliquent ce système. Merci beaucoup. Maintenant, mesdames et messieurs, c'est une retransmission en direct de Barcelone où le ministre des Affaires étrangères, Badr Abdelati, se trouve pour participer au 10e Forum régional de l'Union pour la Méditerranée.